Chers amis de la cybersécurité, bonjour. Lors de notre précédent exposé, nous avons pu faire un petit digeste, une petite étude sur la cybersécurité et la géostratégie. Nous allons continuer dans cette veine en se concentrant sur trois aspects de la géostratégie que l'on a parfois un peu tendance à oublier. Ces aspects, ce sont les rapports que nous avons tous et la structure que nous sommes amenés à diriger ou à gérer. Donc les rapports que nous avons tous avec le temps, l'espace et les moyens. Pourquoi nous disons ça? Parce que dans tout ce qui a trait à une stratégie, il y a une idée de conquête ou de défense. J'ai un territoire, je veux l'agrandir. J'ai un territoire, je veux le protéger. Pour cela, il me faut des moyens. Je ne protège pas mon territoire avec un lance-pierre. Parfois me faudra-t-il construire une muraille. Et dans la géostratégie, c'est pareil. De la cybersécurité, c'est pareil. Dans le patrimoine informatique, c'est pareil. Je ne fais pas un patrimoine informatique avec ce simple iPhone avec lequel nous enregistrons. Là derrière, il nous faudra des bases de données, il nous faudra du réseau, il nous faudra de l'algorithme, etc. Donc une histoire de moyens, une histoire d'espace. Quel est mon périmètre actuel et quel périmètre je veux avoir? Et un rapport avec le temps. Le rapport avec le temps est souvent le plus compliqué à avoir parce que nous autres, surtout nous autres occidentaux, nous sommes pressés. Ce n'est pas que nous voulons tout faire de suite, c'est que nous voulons tout faire très rapidement et jouir du résultat très rapidement. Cela impacte notre sens des priorités, dans le sens où, en fonction des actions, en fonction des stratégies, le rapport avec le temps n'est pas le même. Alors vous comprenez aisément que si je parle de moyens de temps et d'espace, ça remet en cause un peu une situation civilisationnelle. Nous autres occidentaux, déjà si nous nous appelons occidentaux, c'est parce que nous avons une vision d'un territoire qui serait donc l'Europe de l'Ouest, et non même plus l'Europe du Centre, c'est-à-dire que nos amis hongrois et polonais, qui sont donc des gens centraux, sont un peu sortis de notre idée d'occidentaux. Pareil, par exemple pour les Serbes ou les Croates, qui bien que méditerranéens, sont aussi sortis d'un aspect occidental. Donc vous voyez, nous pouvons avoir une idée géographique relativement étroite, et en plus de ça, nous allons mettre par-dessus un phénomène civilisationnel, c'est-à-dire que nous autres occidentaux, nous allons considérer comme occidental des pays qui ont adopté le mode de vie qui est le nôtre. Donc ça peut être les États-Unis, le Canada ou l'Australie, pour citer que, on peut aussi citer des fois les Philippines pour certains côtés, voire même pour l'autre côté le Japon ou l'Afrique du Sud. Donc on va appeler ces pays-là comme étant des pays occidentaux, alors qu'en fait ils sont aux antipodes, ils sont de l'autre côté de la Terre, et parfois ils ont complètement tourné le dos à un mode de vie que nous qualifierons d'occidental avec notre vision à nous. Donc voilà, donc on peut voir que ce rapport dans l'espace n'est pas tellement le même en fonction de qui l'utilise. Nous avons ce rapport-là. Un véritable rapport géographique est déjà plus centré sur l'Europe de l'Ouest. Un rapport historique peut aller très loin. L'Algérie en 1920-1930 est un pays occidental. L'Égypte en 1950 est championne d'Europe de basket. Donc l'Égypte en 1950 était un pays considéré comme européen. Donc on se rend compte que là, les choses changent. L'Égypte de nos jours ne se considère plus comme un pays européen et se considère comme une république arabe. Donc arabe, ça vient de la région de l'Arabie. Ce n'est donc plus l'Occident. Voilà, c'est tout. Donc où veux-je en venir? C'est que dans la cybersécurité et dans la géostratégie qui accompagne la cybersécurité, c'est pareil. Il y a une histoire de moyens, il y a une histoire de temps et il y a une histoire d'espace. Il y a donc une géostratégie de la cybersécurité qui peut être une géostratégie
occidentale, une géostratégie qui peut être de type arabe, une autre géostratégie qui peut être de type, passons, d'Europe de l'Est, donc qu'on pourrait qualifier peut-être d'ex-communiste, si le cœur nous en dit. Le rapport avec le temps et l'espace est donc le suivant, c'est que l'espace déjà est une vision élastique en fonction des époques. Donc l'espace est une vision élastique en fonction du temps qui passe. Je vais prendre un exemple rapide. Au début du XXe siècle, on va dire 1900, allez, on va même remonter un peu avant, 1895 par là, la Chine, qui était un pays relativement sous-développé à l'époque, donc vous voyez déjà on va à l'inverse de ce qu'ils disent d'eux-mêmes maintenant, ils disent qu'à l'époque ils étaient le pays le plus développé du monde, alors que pour nous à l'époque ça n'était pas le cas. Donc la Chine, pour désenclaver certaines régions, avait fait appel à des ingénieurs belges et français pour construire des chemins de fer. L'impératrice de Chine, l'impératrice Cixi, a donc négocié avec la Belgique et l'ingénieur Jean Jadot, un Belge, est donc venu en Chine construire une ligne qui va de Pékin à Nankin. Construction de lignes un peu compliquée, beaucoup d'obstacles, il y a eu ce qui s'appelait des chinoiseries, c'est-à-dire qu'il fallait de nouveau négocier ce qu'on avait négocié auparavant. Et bon an mal an, le projet se monte et cette ligne de chemin de fer existe. En 1900, c'est-à-dire quelques années plus tard seulement, qu'est-ce qui se passe? C'est donc la révolte des Boxers et l'impératrice Cixi, la même qui avait fait venir les Belges, lance une campagne d'extermination des ressortissants européens qui sont en Chine. Ce sont les fameux 55 jours de Pékin, avec déjà une vision génocidaire, c'est-à-dire que tout Européen et tout chrétien qui vit en Chine doit être exterminé. Donc derrière, il y a eu la réponse de l'Occident, une réponse de canonnière, et une réponse d'occupation du sol, donc c'est l'histoire des concessions internationales de Shanghai. Un siècle et quelques après, nous sommes donc en 2020. Qu'est-ce qui se passe? Si vous allez en Belgique, à la gare de Schaerbeek, c'est la banlieue de Bruxelles, vous avez là le musée du train. Le musée du train relate cette expérience et cette fantastique aventure de la construction du chemin de fer en Chine. Vous avez la rétrospective de Jean Jadot, etc. Eh bien, on voit que là derrière, les Chinois ont mis en place une campagne de communication pour, on va dire, mettre de côté l'aspect ayant trait au massacre et au conflit qu'il y a eu, et mettant en place en fait une chinois, une sino, je ne sais pas comment dire, enfin ils sont en train de transformer cette aventure belgo-française en une aventure exclusivement chinoise. Et dans le musée, déjà, on voit que les outils, les méthodes, tout ce qu'il peut y avoir dans un musée, qui est exposé dans un musée, tout ce qui est issu de la culture belge commence à être changé par tout ce qui est issu de la culture chinoise. Il y a là un rapport avec le temps intéressant, c'est que le chinois, un siècle après, ont toujours dans l'idée d'enchinoiser l'œuvre des Belges. Nous autres occidentaux, ça nous dépasse. Le rapport avec le temps n'est pas le même. Nous, on aurait construit cette ligne de chemin de fer en Chine, c'est très bien, elle est construite, le train y marche, c'est merveilleux, on s'en va. Et c'est ce qui s'est passé. Qui parmi nous connaît cette histoire de chemin de fer entre Pékin et Nankin? On a tendance donc à oublier un peu notre passé historique et aller trop vite. Si je vous parle dans la vidéo précédente de patrimoine informatique, un patrimoine qui est notre or, qui est aussi notre culture et notre façon de faire, ce patrimoine ne s'est pas construit en un jour. Si je prends l'exemple, par exemple, d'une célèbre usine automobile qui est située en Valladolid, en Espagne, là-bas, vous avez les chaînes informatiques qui gèrent toutes les usines du monde de cette marque française. Ce patrimoine informatique a été construit en 60 ans. Le premier ingénieur qui a écrit la première ligne de code a pris sa retraite avant que le projet ne soit terminé. Il y a donc tout un patrimoine qui s'est fait, qui s'est stratifié au fur et à mesure que le temps passe. Et souvent, nous allons arriver en regardant ce patrimoine informatique en disant c'est obsolète.
On ne sait pas ce que ça veut dire en l'occurrence, c'est obsolète. Mais on va dire, il faut transformer le SI, c'est-à-dire il faut aller encore plus vite pour faire quelque chose dont on ne sait pas quelle est en soi vraiment la finalité. Je pense qu'à mon sens, on ne peut pas faire de géostratégie si on ne connaît pas le rapport avec le temps, avec l'espace et avec les moyens qu'ont les gens en face de nous. Nous autres occidentaux, nous avons toujours une vision un peu différente des Chinois ou des Arabes ou des Sud-Américains, qu'importe. Ce n'est pas du tout pareil. Nous avons tendance, nous, à aller de l'avant et donc à obérer le passé. On l'oublie un peu. Le passé devient quelque chose de musée. C'est figé dans le temps, ça a été fait, c'est très beau. On regarde un aspect esthétique. On ne regarde pas l'aspect patrimonial et je veux dire la stratification de la connaissance et de la culture que nous avons là-dessus. D'autres pays qui sont parfois nos amis, parfois nos ennemis, raisonnent différemment. Et souvent, dans leur façon de faire, ils se rapprochent de nous à des fins uniquement de marchepied. Hein, je vais vous appeler pour que vous nous construisiez un chemin de fer parce que nous, on ne sait pas faire. Mais dans 5 ans, 6 ans, gare à vous. Vous voyez, ça n'est pas du tout dans le même rapport. Et dans 100 ans, ce sera nous qui aurons construit cette ligne de chemin de fer, ce ne sera pas vous, parce que vous aurez oublié que vous l'avez fait. Donc l'aspect historique est extrêmement important. L'aspect historique, ce n'est pas de la stratification, ce n'est pas uniquement du musée. L'aspect historique, c'est savoir ce qui a été fait avant, comment ça a été fait, quels moyens, quelle vision stratégique. Et grâce à cela, on peut voir, on peut essayer de déterminer quels sont les rapports entre le temps, l'espace et les moyens des personnes que nous avons en face de nous. Nos amis d'aujourd'hui ne seront peut-être pas nos amis demain, et il ne faut pas l'oublier. Merci de votre écoute.